Je donne la parole à Monsieur Jean Gattel. Donc, je rappelle que Monsieur Jean Gattel est un ex-secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du développement local au niveau du gouvernement français. Donc, Monsieur Gattel également est très actif en matière de formation, de recherche. Et nous avons le plaisir en tant que faculté de le recevoir régulièrement en tant que formateur et en tant que chercheur sur ces questions liées à l'économie sociale et solidaire. Donc, sans tarder, je donne la parole à Monsieur Jean Gattel. Merci infiniment, Monsieur le doyen. Vous savez quel plaisir j'ai à enseigner dans votre faculté. Et je voudrais d'abord tout de suite faire un petit coucou à mes étudiants et mes étudiantes, voilà, qui sont venus cet après-midi. La thématique qui est celle du panel était pour moi un petit peu difficile parce que je suis français et le sujet qui est à l'ordre du jour, c'est ce qui se passe ici en Afrique. Donc j'ai essayé de voir comment, à mon modeste niveau, je pouvais parler des problèmes de développement local, de partenariat et d'économie sociale par rapport à ce qui s'est passé en France, de façon à pouvoir dire quelles ont été sur ce domaine-là nos réussites et puis également nos déceptions. Alors tout d'abord, quelque chose d'assez important qui provient vraiment d'une volonté politique. Lorsque François Mitterrand, qui était alors président de la République en 1984, a décidé la création pour la première fois dans l'histoire de la République française d'un secrétariat d'État à l'économie sociale, ce secrétariat d'État à l'économie sociale s'est en réalité intitulé secrétariat d'État à l'économie sociale et au développement local. Donc dès le départ, le problème était bien posé, à savoir que l'économie sociale et le développement local étaient intrinsèquement liés. C'était une sorte de révolution dans un pays qui, vous le savez, a une très forte tradition jacobine et qui par conséquent attendait et attend toujours beaucoup des politiques nationales. Donc dire qu'une partie des enjeux de développement économique et donc des politiques de l'emploi pouvait se jouer au niveau des territoires, c'était en termes de pensée économique une espèce de révolution quasiment idéologique. Ça voulait dire que l'État reconnaissait son impuissance à pouvoir gérer des politiques uniformes sur l'ensemble du territoire et qu'il devait prendre en considération la spécificité de chaque territoire. Alors ça paraît tout à fait évident maintenant, mais je vous assure qu'il y a 30 ans, c'était une sorte de révolution culturelle. Au niveau de la pensée économique. Et cela renvoyait en plus à un changement culturel profond, c'est-à-dire que les acteurs économiques et sociaux, plutôt que de tout attendre d'un État organisateur, régulateur, keynésien, organisateur, devaient d'abord prendre en main sur le terrain leur propre destinée et leur propre devenir. Alors cette opération donc a été au départ, vous le comprenez, très verticale parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent en France une véritable conscience de l'enjeu des politiques territoriales. Il y avait une telle histoire dans la République française qui s'est forgée autour de l'État-nation que les politiques locales semblaient tout à fait à l'écart de cet enjeu. Donc il fallait faire preuve de volontarisme, et quitte à ce que le volontarisme vienne d'en haut, alors que c'est un petit peu en contradiction avec le développement local qui précisément doit venir d'en bas. Bon, mais il fallait le faire. Donc j'ai lancé en 1984 un programme qui s'intitulait 50 opérations partenariales de développement local pour inciter un certain nombre de territoires à se bouger et à commencer à rentrer en action.
Alors les clés de cet appel d'offres, puisque c'était un appel d'offres lancé au territoire, étaient relativement claires. Il fallait tout d'abord qu'il y ait une définition d'un territoire pertinent. Il fallait ensuite qu'il y ait partenariat dans la structure du développement local et dans les projets de développement local. Partenariat pouvant être multiforme. Et j'appelais dans la rédaction du cahier des charges à un partenariat le plus large possible, c'est-à-dire entre les acteurs publics, administration décentralisée de l'État, des collectivités territoriales, citoyens, société civile, mouvements associatifs et même les structures à développement social qui peuvent à un certain moment jouer un rôle clé dans le développement économique d'un territoire. Et j'appelais également à la mobilisation de tous les acteurs, quel que soit leur champ d'activité, que ce soit le domaine économique, social, culturel, mais également dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la préservation du patrimoine, bref, tout ce qui pouvait être consécutif ou acteur d'un processus de développement territorial. Et je demandais à l'ensemble de ces acteurs donc de se réunir, de travailler ensemble, sans oublier bien sûr les entreprises privées, les entreprises commerciales, qui étaient parfois très impliquées dans le développement d'un territoire par une grosse entreprise ou éventuellement des filiales. Je les appelais à d'abord partir de la nécessité de faire un bilan au niveau de chaque territoire de ses atouts et de ses handicaps. Handicap, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le territoire ne s'est pas plus développé, pourquoi est-ce qu'il s'est développé avec simplement une ligne de développement, et les potentialités qui étaient ces richesses et qu'il pouvait mettre en valeur avec une politique volontariste. Donc il fallait au départ faire un diagnostic de territoire qui me paraît absolument indispensable si on veut faire du développement local adapté. Et à la clé, bien sûr, il y avait la possibilité, une fois que tous ces éléments étaient fournis, de passer une convention entre le territoire et les acteurs financiers, en particulier l'État, sous forme d'une convention d'objectifs dans laquelle l'État s'engageait à soutenir un processus de développement. Je passe rapidement. Le bilan qu'on a pu en tirer plusieurs années après, c'est que cette démarche s'était heurtée à beaucoup d'obstacles. Tout d'abord, le premier obstacle, c'est ce que je vous ai expliqué au tout début, le fait que c'était très difficile pour des acteurs économiques qui attendaient un petit peu des réponses venues de l'ensemble du système macroéconomique que d'être confrontés à des responsabilités microéconomiques sur un territoire. Donc là, il y avait un problème de changement d'enjeux culturels qui n'était pas facile à résoudre. C'était d'autant plus difficile à résoudre dans des zones qui étaient des zones de monoactivité. Alors on a lancé des opérations partenariales, par exemple, dans des zones qui avaient été marquées par une activité économique extrêmement prégnante. La sidérurgie, les charbonnages, l'industrie automobile, les chantiers navals, la construction automobile, le textile, des territoires qui avaient été tellement marqués par une monoactivité que dans la tête des acteurs, des salariés, des organisations syndicales, des associations, il était impossible de sortir de cette logique-là. Et il fallait leur dire: attendez, il faut absolument que tout territoire qui veut absolument s'inscrire dans la durée, avec un développement équitable dans la durée, doit jouer sur plusieurs arcs. Il n'est pas possible qu'il ne joue que sur une seule spécificité, avec le risque de la catastrophe de la monoactivité, ce qui d'ailleurs dans beaucoup de régions françaises s'est produit. Et lorsque la catastrophe est arrivée par la fermeture d'immenses usines, ce que j'appelle les cathédrales industrielles du 19e siècle, le territoire s'est trouvé brusquement tout nu et sans capacité de réaction. Et puis, l'une des constatations que nous avons pu faire, c'est que souvent, cette perspective de diversification des activités économiques au niveau d'un territoire ne prenait pas s'il n'y avait pas un leader, un ou des leaders. Parce que pour arriver à faire jouer le partenariat, à faire se rencontrer des partenaires aussi différents que de grands groupes industriels, avec le tissu des PME ou des TPE, avec le tissu associatif, avec les gens qui gèrent le secteur social, les gens qui ont des cultures extrêmement différentes, c'est pas évident. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui joue un rôle central, de modérateur et de facilitateur d'échanges et de contacts, cela ne se fait pas.
Bon, ça, c'est les obstacles, hein, donc je vous les livre tels que je les ai vécus et qui peuvent très facilement d'ailleurs être dépassés. Alors ces opérations de développement local ont quand même entraîné en France une forte prise de conscience de la nécessité de bâtir des politiques au niveau des territoires et de faire en sorte de puiser sur les gisements d'emploi du territoire pour pouvoir être capable, dans une période de grande mutation, voire même de crise économique, de résister. Et on a vu donc des territoires anticiper sur ce que sont des emplois non délocalisables et donc facteurs de stabilité d'activité et d'emploi dans le territoire, essentiellement au niveau des PME et des PMI, au niveau également des entreprises unipersonnelles. Donc on a vu des territoires se lancer vraiment dans des activités tout à fait nouvelles pour elles. Je cite pêle-mêle les services à la personne, l'économie résidentielle, en particulier dans des zones très très touristiques où il y a une économie résidentielle, tout ce qui concerne le traitement des déchets et la valorisation de l'énergie verte, tout ce qui peut être mode de transport innovant, qui permettent de la rupture avec le transport individuel, tout ce qui peut être les marchés courts au niveau de l'agriculture, tout ce qui peut être les commerces de proximité et le fait de réinjecter donc du commerce de proximité dans des territoires qui ont été bouffés par l'hypercapitalisme commercial. Des territoires dans lesquels il a fallu jouer la carte du tourisme de proximité et d'un tourisme de développement durable, qui est un axe d'ailleurs que l'on retrouve bien dans certaines régions du Maroc à l'heure actuelle, en particulier dans l'Atlas, avec beaucoup de réussite, et également sur la labellisation des produits agricoles, qui est également un axe extrêmement intéressant qu'on trouve ici présent au Maroc. Voilà, et le dernier élément important que j'ai à citer, mais vous avez travaillé dessus ce matin, c'est que cette idée de développement des territoires est toujours prégnante dans la pensée politique française, puisque dans la loi du 31 juillet 2014, qui est la loi cadre de l'économie sociale et solidaire française, Benoît Hamon, son auteur, a créé ce qu'on appelle les PTCE, les programmes territoriaux de coopération économique, qui sont exactement la reproduction de mes opérations de développement local partenarial que j'avais lancées 30 ans auparavant. Voilà, je vais terminer avec une conclusion un petit peu générale sur laquelle on pourra éventuellement revenir. Moi, je suis persuadé que par rapport à la globalisation, et par le fait que les citoyens se sentent de plus en plus dépourvus de moyens d'action par rapport à une macroéconomie à la fois économique et financière qui les dépasse, il y a chez énormément d'acteurs et de citoyens une volonté de se réapproprier leur devenir. Je crois que la globalisation a ses limites et qu'elle va d'ailleurs le montrer très rapidement. D'abord parce qu'elle est porteure d'un certain nombre de contradictions écologiques, économiques, sociales absolument terribles dans lesquelles la planète joue d'ailleurs sa survie. Et je crois que la seule capacité de réaction, de résistance à cette globalisation folle, dominée par les marchés financiers et un certain nombre de multinationales, est de se réapproprier les territoires. Donc moi, mon plaidoyer, c'est opposer au global la vitalité du local. Voilà. Merci de votre attention.